Hey, bienvenue dans votre trio économique. Moi, avant qu'on fasse le show, je décolle plein d'histoires à Vincent, tu sais, du vrai monde, des histoires de Viagra, des histoires de finances personnelles, de double vie, de couple, tu sais, vraiment des anecdotes croustillantes. Arrête, le fan de Catherine Dorion. Le vrai monde, là, je peux-tu aller... Arrête, le fan de Catherine Dorion. T'as passé la fin du dernier épisode à triper sur son livre de poèmes. Come on, t'as plus le droit de me chier dessus puis de me prétendre des affaires de même. Hey, la fin du dernier podcast sur Patreon était magique, là, man. T'as pas aimé ça? Ben non, j'étais pas là, je suis parti. Tout ça, c'est de la faute à Sam. Hey, non, c'était le poème à Sam était too much. Mais ce qui était vraiment too much, c'est qu'après ça, on a voulu parler des œuvres légendaires de Catherine Dorion. Le festival, man, c'est intéressant. Il y a des subventions derrière de ça. C'est bon, on va commencer avec tes sujets. En gros, t'as perdu le droit de me dénigrer maintenant que t'as fait ce monologue-là. Mais là, un matin, c'est qui a voulu nous achever aussi en envoyant le lien que Dorion avait fait un podcast avec Denis Trudel? Ah, man. C'est probablement Jean-François. Jean-François, on dirait qu'il veut nous achever des fois. Il drop des affaires là-dedans. Là, sérieusement, il n'y a absolument aucune chance que j'écoute un podcast de Denis Trudel. Encore moins si l'invité, c'est Catherine Dorion. Disons-le, l'algorithme de Jean-François Caron est un peu brisé, ces réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Bon, un peu comme le compte de Stéphanie Carvin. Ouais. Donc là, Vincent, les partis politiques qui font des cocktails de financement à 100$. À 100$, là, ça, c'est-tu dangereux pour la démocratie et pour la transparence des régimes? Parce que là, ça a l'air là, que c'est devenu le sujet qui entoure le financement. Et là, ben, ça fait un peu de merde interne dans le parti qui est au pouvoir, en l'occurrence la CAQ, parce que là, Legault a dit que la loi actuelle, c'était pas bon, mais ça donne que la loi pas bonne a été faite par un pas bon qui est actuellement son ministre de l'Éducation. Fait que là, il avait comme oublié de considérer ça avant de dire que la loi n'était pas bonne. C'est que l'autre, c'est son principal héritage politique, c'est d'avoir fait cette loi-là. Hey, Bernie doit avoir du fun à la CAQ, ça doit être terrible. lui, il a de l'air écœuré un peu. Ben écoute, mettons de côté Bernard Drinville, parce que c'est la meilleure chose qu'on peut faire avec lui. Pour vrai, à cause du mini-scandale là, de Geneviève Guilbeault, puis c'est les deux personnes qui sont venues lui parler pour 200$, puis les maires qui sont supposés payer pour... Ouais, qui n'était pas chic, ça, cette affaire-là, on va le dire. Là. Non, mais c'est probablement... l'histoire au complet n'est pas sortie dans l'entièreté, puis... ouais, c'est ça. C'est aussi anodin, puis ça détracte du... Je pense que c'est de l'anecdote, puis on laisse ça pour les journalistes, parce que c'est ce qu'ils font mieux. Mais pour vrai, ça m'a donné le goût d'aller regarder la littérature sur les limites, les différentes limites sur le financement des partis politiques. Parce que rappelons un peu, au Québec, ça a déjà été 3000$. Après ça, c'est devenu 1000$. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est devenu 1000$ avec des retours d'impôts. À toute fin pratique, je pense que le premier 400$, c'est 75% de crédit d'impôt. Donc, si tu donnais 400, tu avais 300 de retour d'impôt, grosso modo. Ça, c'est dans le temps que je faisais de la politique active. C'est pour ça que j'ai un peu des chiffres en mémoire. Puis, avec Bernie, on a droppé ça à 100$, plus de crédit d'impôt, mais avec un gros financement du gouvernement du Québec, autrement dit, selon le résultat des votes. Fait qu'il y a eu les réformes majeures au Québec, ça a tourné principalement autour de ça. Au niveau fédéral, il y a été une époque que les entreprises avaient le droit. Je pense qu'ils ont encore le droit, les entreprises au fédéral. C'est tout off un peu pour moi, le fédéral. Je n'ai pas milité activement au fédéral. Je ne me souviens pas, pour vrai. Je pense qu'en Ontario, il y a encore des droits pour... Ou pendant longtemps, il y a eu ça, que des compagnies ou des syndicats, par exemple, pouvaient contribuer. Puis il y a un autre monde, évidemment, qui est... C'est plus élevé là, en Ontario, même pour les particuliers. Là, tu peux donner jusqu'à 3000. Ils n'ont pas les règles qui ont été dictées au fil du temps au Québec. Évidemment, tu as le contexte américain qui est à toute fin pratique complètement différent, où est-ce que, avec les super PACs, tout le monde peut donner beaucoup d'argent. Mais il y a un concept un peu de transparence derrière ça qui est un peu plus axé. Mais je veux dire, le financement politique aux États-Unis, c'est un autre game. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Canada. Là.
Ouais. Puis écoute, je vais commencer avec une analogie pour montrer un peu une histoire, en fait, pas une analogie, mais qui me fait dire que le cas à faire en faveur des restrictions sur le financement des partis politiques probablement n'est pas aussi fort que certaines personnes le penseraient. Je pense qu'il y a certaines justifications qui ont l'air de tenir empiriquement, mais que autre que ça, c'est vraiment faible. Tu veux dire, pour que les gens comprennent, là, les Ouais. arguments justifiant le fait de réduire, par exemple, ou d'encadrer les donations qui sont faites. Ou le niveau de dépenses des partis. Ou le niveau de dépenses des partis. C'est ça, il y a deux types de restrictions qui existent. Les restrictions sur combien tu peux ramasser financièrement, puis de quelle manière tu peux le ramasser. Donc, le tour du chapeau, les choses comme ça, les chèques, les memberships. Et tu as les restrictions qui sont sur le montant que tu peux dépenser. Donc, il y a un cap sur le niveau de dépenses. On a carrément les deux au Québec. Là. Exactement. Au Québec, tu as les deux. Tu as aussi des restrictions, puis ça, on va les mettre de côté, c'est le troisième type de restriction. C'est sur des tierces parties qui participent à l'élection en faisant des commentaires. Ça, c'est possible au fédéral, pas possible au Québec. Exactement. Celui-là, c'est celui sur lequel j'ai trouvé comme absolument rien qui est défendable. Généralement, là, ça a l'air d'avoir presque aucun effet positif ou négatif dans une élection. Fait que c'est comme au fédéral, on voit des campagnes publicitaires, souvent des TUAC ou ben non de QP ou des syndicats, des gros syndicats canadiens qui vont participer activement à la campagne électorale. C'est un petit peu moins dans les réflexes des syndicats québécois, malgré qu'on en voit aussi un peu. Mais à toute fin pratique, ce que tu dis, c'est que qui dépense pas, ce syndicat-là, ou des compagnies ou des groupes comme ça, l'effet a l'air d'être... On voit rarement des compagnies. C'est vraiment les syndicats qui s'impliquent. Aux États-Unis, tu en as. Tu vas avoir, par exemple, les manufacturiers d'éthanol qui essayaient de faire ça pendant longtemps à la veille d'une élection. Parce que les autres, ils ont profité des largesses du gouvernement au fil du temps en masse. Là. Je veux dire, Exactement. Je pense qu'il y a de la législation qui favorise leurs produits, des choses comme ça, mais moi, j'ai jamais compris le bout de l'éthanol, mais peu importe, c'est un autre dossier. Ah, c'est une autre affaire, c'est sûr. Mais mettons qu'on va mettre ceux-là de côté, on va juste traiter des deux premières, les restrictions sur le financement des partis et sur les dépenses des partis. Puis la littérature, à la regarder, ça n'a pas l'air clair de... Mais c'est quoi l'objectif de ces législations-là? C'est d'encourager. Le but, c'est d'encourager la compétition politique. Le point qui est souvent fait, c'est que sans ces limites-là, ça protège ceux qui ont les plus grosses caisses. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas de même. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que tu as le député sortant ou le ministre sortant ou le président sortant. Il y a un avantage par le fait que c'est lui qui est en place. Il y a le budget avec plein de milliards de dollars qu'il peut dépenser avant une élection. Exactement. Puis la seule manière de le battre, c'est de dépenser plus que lui. L'exemple classique de ça, c'est 1960. Un gouvernement, par exemple, donnerait des chèques de 500$ juste avant une élection. C'est tout ça? Genre quelque chose comme ça. OK. C'est hypothétique. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, ça? Non, mais c'est un cas hypothétique. Mais réduire la compétition, Vincent, je veux dire, OK, c'est parce que ça revient ça revient à se nier lui-même si tu fais un financement public des partis, parce que c'est celui qui est au pouvoir, donc il a eu le plus de votes, qui a le plus de cash. Écoute, mettons ça de côté. Ouais, mais il y a quand même mettons ça de côté. Non, mais c'est parce que c'est comme la chose que je pense qui est plus intéressante, c'est de poser la question. Parce que ça, c'est est-ce que l'alternative qui a été mise est une bonne alternative? C'est possible que tu pourrais dire, OK, on va juste changer la règle, puis on va donner plus aux plus petits partis pour que le niveau soit égalisé, puis tu ferais juste changer la règle sans changer les limites de financement. Non, je comprends. Moi, je veux vraiment plus dealer avec les limites de financement puis les limites de dépenses. Oui, mais là, ce qui a été évoqué, par exemple, je comprends qu'on ne parle pas juste du Québec, là, mais en général, mais ce qui a été évoqué au Québec, c'est zéro. Là. C'est l'idée qui a été lancée par François Legault, c'est maintenant, il n'y a plus de financement populaire ou privé des partis politiques, ce qui revient à dire que les partis au pouvoir, maintenant, ont un avantage, ou même les partis existants, en fait, ont un avantage et qu'il y a maintenant une barrière à l'entrée pour les nouveaux partis. Parce que pour avoir du cash, il faut que tu aies des votes, mais pour avoir des votes, il faut que tu te sois constitué. Refais l'élection. Possible. Refais l'élection 2022.
refait l'élection de 2022. Éric Duhem, comment il fait pour être compétitif avec les anciens partis? C'est le financement. Il ramassait au-dessus de 500 000 en dons de son côté. Okay. Les cartes de membres, il y avait quoi? 50 000 membres? Une carte de membre, c'est 15$. Ouais, quelque chose de même. C'est des centaines de milliers de dollars que, techniquement, Éric Duhem n'aurait pas eu en sa possession pour l'élection 2022 si on mettait 0$, par exemple. Non, c'est ça. Effectivement. Mais je vais mettre un exemple de l'avant, puis je pense que c'est celui-là qui devrait faire permettre aux gens de voir à quel point peut-être ça peut être nocif. 1968, Lyndon Johnson aux États-Unis, c'est le président sortant. Il se veut se représenter et la guerre au Vietnam est hautement impopulaire, mais lui, il n'y a personne dans l'establishment démocrate qui le conteste, sauf un sénateur, Eugene McCarthy, qui est du Minnesota. Minnesota, je pense. J'allais dire Wisconsin, mais j'ai un doute. C'est lui qui est à l'origine du McCarthyisme? Non, c'est Joseph. C'est Joe McCarthy. C'est deux McCarthy différents, puis Joe McCarthy, c'était Wisconsin. Tu vois comment je ne suis pas cultivé? Qu'est-ce que j'ai pas d'affaires dans ce podcast? Je vais aller jouer au baseball. Okay? Ben, écoute, je pensais que vraiment y aller. Eugene McCarthy, c'est un gars du Minnesota. Fait donc, lui se présente contre Lyndon Johnson et réussit à faire un score tellement respectable au New Hampshire que le président sortant décide de suspendre sa campagne et de ne pas se représenter. Hein? Le gars a tellement endommagé sa campagne en se présentant contre lui au New Hampshire que le président sortant a décidé de ne pas se représenter et donc il a ouvert la course au reste du parti. Donc, McCarthy est resté dans la course. C'est comme si Michelle Obama serait rentrée à la deuxième primaire à New Hampshire, elle défonce Joe Biden comme elle ne gagne pas, mais elle fait un score incroyable. McCarthy est crédité de 42% des voix, Johnson 49. C'était par la peau du cul là, que Johnson avait le président sortant a l'air fou à toute fin pratique. Ben, c'est ça. C'est comme un vote de confiance que tu gagnes comme, j'allais dire, comme Martine Ouellette, mais elle ne l'a pas gagné. Mais tu sais, je pense que Ralph Klein avait gagné un vote de confiance à un moment donné à la fin de son règne. 55-45. Faut que tu arrêtes de rire de la personne qui a manqué fermer le Bloc québécois. Là. Elle serait restée 6 mois de plus, on n'aurait pas eu François Branchette. Tu sous-estimes jamais la capacité des Québécois de voter pour le Bloc pour plusieurs raisons. Fair enough. Mais donc, lui, il met à toute fin pratique un terme à la vie présidentielle de Johnson. Hey, là, combien de fois vous allez dire cette expression-là à chaque podcast? Yann, il est rendu à 10 fois, je pense, toi 2 fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Je pense qu'à 3 et 4 mots, vous dites à toute fin pratique. Comment ça me pompe? Ouais, ben arrêtez de m'interrompre. C'est pas une virgule, là. Tu sais, c'est genre, hier, je suis allé manger au McDo à toute fin pratique et je suis allé. OK, donc je vais juste continuer de parler. Le gars, la seule manière qu'il a réussi à faire compétition avec Johnson, c'est qu'il y a 5 personnes excessivement riches qui se sont rencontrées et qui ont dit on va chacun donner, je pense, l'équivalent de 200 000 à l'époque, ce qui était une fortune. Et j'oublie les montants exacts, mais au final, la dépense avait été gigantesque pour acheter de la publicité, embaucher du staff, monter une équipe, faire sortir le vote. Et ça a changé la politique présidentielle. C'est une industrie aux États-Unis, la campagne électorale. Là. Je veux dire, il y a les firmes de marketing, de communication qui tournent autour de ça. Je veux dire, c'est des pros. Il y a tout le temps une élection quelque part, de toute façon. Puis 1968, il faut quand même se souvenir que c'est l'année de l'assassinat de Martin Luther King. C'est l'assassinat de Bobby Kennedy qui se présentait justement pour remplacer Johnson. C'est une année qui est tellement formatrice dans l'histoire américaine que tu te dis, ben, imagine maintenant un contrefactuel où McCarthy n'est pas capable de soulever les fonds pour faire sa campagne. Il finit avec 15%, disons. Ben, tu as encore Lyndon Johnson, puis c'est Lyndon Johnson contre Richard Nixon. Ouais, mais c'est ça, tu n'as pas Nixon comme président, là, finalement, si ça arrive. Tu vois que finalement, ça peut avoir un effet beaucoup plus important. Puis là, ça devrait donner une idée que peut-être ce que ça a fait, c'est que ça a permis de la compétition démocratique. Puis là, quand tu te mets à dire, OK, maintenant, de cette anecdote-là, essayons de voir qu'est-ce que la littérature dit. Et la littérature semble assez claire d'un côté que les limites sur les dépenses des partis, dans la vaste majorité des cas,
c'est sûr que si tu mets aucune limite, il a l'air d'avoir des effets négatifs, mais si tu mets des limites assez élevées, mais pas infinies, donc tu as un cap, mais un cap très lousse, disons. Je pense qu'il y a un certain cap aux États-Unis, mais c'est un peu contourné avec les super PACs. Exactement, il y a ça. Il y a ça aussi, mais la question, c'est à quel point il peut être pas particulièrement contraignant. Tu dis, OK, tous les partis au Québec n'ont pas le droit de dépenser plus que 300 milliards. Ouais, c'est pas vraiment un cap. Là, OK, c'est pas un cap. Ouais, c'est ça. J'exagère, là, mais mettons que tu disais, dans chaque circonscription, tu n'as pas le droit de dépenser plus que 200 000 La plupart des campagnes dépensent 70 000. En fait, ils dépensent le cap dans chaque comté, ils dépensent 70 000. Dans les comtés particulièrement gagnables, dans les moins gagnables, dépensent un 15 000. Mais mettons, tu disais 200 000, la plupart des comtés probablement ne dépenseraient pas plus que ça. Je sais qu'à l'époque, c'était la règle du 50 % de remboursement du DGE. Je ne sais pas si c'est encore en vigueur, ça. Mais à toute fin pratique, si tu pétais ton 15 % dans un comté, le DGE te remboursait la moitié de tes dépenses. J'ai jamais compris pourquoi, honnêtement. Je trouvais ça un peu débile. Mais cette règle-là existe depuis longtemps au Québec. Je sais pas. Mais tu vois, celle-là, elle a un effet d'encourager. Les remboursements de dépenses ont un effet d'encourager la compétition. Pour vrai? Oui. Oui, mais 15 %, c'est quand même un threshold qui est tough à avoir. Je ne suis pas en train de me commettre sur le 15 %. Mettons l'idée que certains candidats qui sont viables, après un certain seuil, se font rembourser une proportion de leurs dépenses, donc ça pourrait être 5, ça pourrait être 15, a un effet positif sur la compétitivité des courses électorales. Mais des seuils trop élevés, parce que là, par exemple, j'ai un article devant moi dans Canadian Journal of Economics, des limites particulièrement élevées mènent à des élections qui sont moins compétitives, avec moins de candidats, puis un plus haut taux d'abstention. Donc, tu sais, ça n'a pas un effet c'est-tu dans ce truc-là, Vincent? Non, c'en est une autre. Là, les deux que je t'ai envoyés, c'est les deux que je pense qui sont les tu me l'enverras quand même pour que je mette ça pour les auditeurs. C'est les deux que, quand je vais te le dire, là, quand est-ce que je veux la sortir, c'est les deux que je pense qui sont capables de parler le plus sur comment ça fonctionne. Mais en gros, il a l'air d'avoir des effets positifs si tu le mets comme pas trop élevé, mais tu sais que tu mets comme un cap. Tu as des gants blancs quand tu parles. C'est comme si les effets sont assez mitigés quand tu dis c'est ça, la littérature a l'air d'être... Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la littérature, souvent, tu vas lire les abstracts, puis ils ont l'air de dire plusieurs choses différentes. Mais quand tu lis dans l'article, tu vois qu'il y a comme des conditions qui font que les résultats sont présents. Puis là, quand tu regardes dans les conditions, tu es capable d'être plus catégorique, de dire si telle chose est là, ça va se passer. Donc, les limites de dépenses ont l'air d'être bénéfiques pour la démocratie. Les limites de donation, par contre, là, c'est plus positif dans le sens que si tu ne mets pas de limite sur les donations, là, tu as des courses plus compétitives. C'est comme si un type de limite encourageait la compétition démocratique. Donc, c'est-à-dire que tu fais en sorte que tous les candidats peuvent participer, puis qu'il n'y a pas un edge qui est donné à celui qui est incumbent, puis qui peut ramasser plus d'argent, puis qui est aussi capable d'en dépenser plus. C'est que tu annules un peu l'effet du député sortant. Et là, les limites de dépenses ont l'air d'avoir un effet positif. Par contre, les limites de donation, c'est l'effet, la littérature semble pousser de l'autre côté, que quand tu mets des limites sur ce que les gens peuvent donner, tu rends les courses moins compétitives. Moi, je suis persuadé de ça parce que la minute que tu n'as pas, mettons que tu n'as aucun financement politique qui est permis au Québec, en 2022, Éric Duhaime, s'il y en a qui ont dit que sa campagne était broche à balle, elle l'aurait été encore pas mal plus. Ridicule. Parce qu'il n'y aurait pas eu une scène pour faire. Il aurait fallu attendre qu'il ramasse son 10 % du vote pour finalement avoir du financement, mais il n'aurait pas été capable d'en avoir avant. À toute fin pratique, il aurait été obligé d'emprunter l'argent pour le faire, ce qu'à peu près personne ne va faire. Là. Je veux dire, tu ne veux pas aller emprunter des garanties personnelles pour une élection. C'est quand même assez intéressant, mais mettons qu'on passe le Jello So Tree là-dedans, mon Vincent. Parce que moi, c'est toujours la première question qui est la plus importante. Est-ce qu'il y a un problème? Donc, si on prend une démocratie, qu'on a le loisir de la partir flambant neuf, from scratch, avec une belle constitution super sharp, puis tu arrives, tu dis, OK, maintenant, on va avoir des processus démocratiques à tous les 4 ans, et on doit financer ce processus-là. Est-ce
on a un problème. Donc, est-ce qu'avant même de penser à une législation qui instaurerait des limites, est-ce qu'il y a un problème démocratique à avoir du financement politique? Je pense qu'il y a un problème avec les niveaux de dépenses. C'est-à-dire que tu donnes un edge à celui qui est le premier joueur. Celui qui est capable de ramasser le plus peut dépenser encore plus parce qu'il ramasse plus. Fait que le limite de dépense, je pense que le niveau de dépense peut réduire la vitalité démocratique. Donc, oui, il y a un problème. Par contre, sur les donations, je te dirais qu'on ne passe pas à la première étape. Parce que si tu as une limite de dépenses de, mettons, 7 millions pour le Québec, puis tu ne limites pas les donations, même si le parti ramasse 50 millions, il ne pourra pas dépenser son argent de toute façon. Exactement. Fait que c'est ça, mais il y a aussi le fait que, ça c'est vraiment important, parce que puis là, j'essaie tout le temps de m'assurer que j'utilise le même langage, parce que des fois, j'inverse des limites plus élevées, des limites plus basses. Là, je veux juste être sûr que j'utilise tout le temps le bon mot. Des limites plus basses sur les dépenses font en sorte que le député sortant, lui, est comme nullifié dans son avantage, parce que lui, il part parce qu'il est sortant, il part une longueur d'avance. OK? Juste parce qu'il a accès au pouvoir, juste parce qu'il a accès aux fruits du pouvoir, il y a toujours une longueur d'avance, comme l'élection hypothétique avec un chèque de 500 $ que le gouvernement remet. Le député sortant sort avec un avantage. Puis même au niveau des comtés au Québec, par exemple, ils ont tous un avantage. Les députés ont des budgets discrétionnaires de quelque chose comme 25 000 $ ou quelque chose comme ça à tous les ans qu'ils peuvent dépenser dans des organismes de leur comté. L'objectif est toujours d'aller chercher des photos dans le journal local. C'est ça que tous les députés au Québec font avec leur budget discrétionnaire. C'est fait pour ça. C'est pas de l'argent qui sort de leur poche quand ils donnent 500$. C'est qu'ils veulent s'assurer d'avoir leurs photos. Cet argent-là vient directement du gouvernement. Donc, puis parce qu'ils sont au gouvernement, ils sont capables de ramasser plus d'argent aussi, puis donc de dépenser plus. Mettre une limite de dépenses, ça égalise un peu le terrain pour les candidats qui sont plus bas. En fait, même, je verrais même une justification pour que le gouvernement, le député sortant, ait une limite de dépenses plus basse. Donc, il a le droit de dépenser moins pour niveler le terrain de jeu. Pour niveler le terrain de jeu. Je pense qu'il y a une justification qui se fait sur ce terrain-là. De dire, OK, regarde, la limite, c'est, disons, 70 000, c'est 1,25 $ par électeur dans ton comté. C'est le maximum que tu peux dépenser dans ta circonscription avec un ajout de, disons, 50 cents de plus pour toute la province au complet. OK? Fait que par électeur pour toute la province au complet, tu dirais quelque chose comme ça. Mais si tu es le parti au pouvoir, tous ces chiffres-là, on les coupe de genre 10 %. OK? Bien là, ce que tu ferais, c'est que tu égaliserais le terrain. Par contre, moi, je vous enlèverais le budget discrétionnaire aussi. J'ai jamais pensé à la question des budgets discrétionnaires. J'ai pas une opinion très forte là-dessus. Mais je trouve que c'est juste. Mais mon préjugé va dans le même sens que toi. Je te dirais qu'instinctivement. Ils s'achètent du capital politique avec notre argent. Là. Oh, ils se sont votés une manière de créer des petits groupes ou de nullifier des adversaires ou des gens qui pourraient les critiquer. Donc, je ne suis pas très fan des budgets discrétionnaires. Mais en même temps, tu peux dépenser aussi. J'avais un exemple en tête, puis je cherchais les chiffres, là, mais des gens peuvent dépenser littéralement une fortune dans une campagne ou dans une élection et le résultat, c'est patate. Là. Oui. Tu regardes l'exemple que j'avais en tête, je cherchais les montants, c'est Michael Bloomberg. Michael Bloomberg, dont on dit qu'il aurait dépensé près de 500 millions de dollars. Oui, je me rappelle de ça. Sa campagne Mike Bloomberg 2020. Oui, puis il avait réussi à se pogner comme 18 délégués, genre quelque chose. Non, en fait, il dépensait, je pense, il y a un moment donné, quelqu'un avait dit le chiffre, c'était comme il avait dépensé 25 millions par délégué gagné. C'est n'importe quoi. Ben, en fait, il a fallu que Donald Trump l'appelle Mini Michael. Puis d'un article de journal disant qu'il y aurait eu des propos sexistes à un moment donné, et sa campagne a fait patate. Il n'y a jamais eu plus de 5 % dans les sondages pour lui. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, je suis ouvert à tous les arguments, mais en même temps, je me dis... C'est quoi l'impact? Je me questionne sur l'impact réel de ça. Je comprends que ça, c'est aux États-Unis, c'est pas au Québec. C'est sûr que si, dans un petit... ici, au Québec, écoute, avec des limites à 100$, je te le dis tout de suite... Un entrepreneur n'a absolument aucun impact sur le politique. En fait, sortons 2 secondes des papiers, là, puis dites-vous la chose suivante. Depuis qu'on a des limites à 100$, que les entrepreneurs à toute fin pratique n'ont aucun impact sur le politique, mais que la demande pour avoir, la demande de lobbying, autrement dit, est toujours présente. Si tu es capable d'influencer le politique, de quelconque façon que ce soit, tu vas essayer de l'utiliser.
Donc, est-ce que de donner ton 100$ à tous les ans va t'assurer d'avoir l'oreille d'un ministre? Probablement que non. Par contre, mettons que tu prends un troll des réseaux sociaux, puis tu le mets sur ton payroll, puis que ce gars-là défend toujours le même parti politique que tu veux aider, puis tu fais comprendre aux partis politiques en place que le troll qui fait partie de ton payroll, c'est toi qui l'as engagé. Est-ce que tu aies l'oreille des ministres avec ça? Ce que j'essaie d'expliquer, autrement dit, c'est qu'il y a des façons extrêmement simples de contourner les lois électorales. Tu n'as pas le droit de financer le parti politique? Pas de problème. Je vais engager des trolls à la place. Je vais le mettre sur mon payroll, mettre 50 000, 60 000, 100 000 par année pour un troll. Lui, ça va être un pro-CAC. Lui, ça va être un pro-PQ. Lui, ça va être un pro-libéral. Puis les ministres vont être au courant que ce troll-là, il travaille pour eux autres, entre guillemets. Il n'est pas sur le payroll du parti, mais il fait le même job qu'un gars du parti frais. Consultant externe, tout ça. Vous pensez que ça se fait pas, ça? Ouais, tout ça étant purement fictif, hein, on le rappelle. Oh, oui, oui, 100% fictif. On cible personne. Hein. Comme quand je parle des gens de l'IRIS. Mais quand tu mets des restrictions... Vincent, il y a 25 minutes 49, je trouve que ça a été long. Avec, mais c'est vraiment ça la game. Hein? Je me retenais. Mais en mettant des restrictions très, très, très intenses, puis en exigeant des nouvelles restrictions encore plus intenses, vous permettez aux gens qui savent comment contourner le système d'avoir une oreille très, très, très attentive des ministres. Yep. Vous amplifiez le problème que vous essayez d'éviter. Parce qu'à la base, tu sais, quand je te demandais, est-ce qu'il y a un problème? Le problème que les gens ont, l'électeur moyen va avoir, c'est se dire, j'aimerais pas ça que quelqu'un qui a les poches profondes ait plus d'impact que moi sur le gouvernement. Grosso modo, c'est ça que le citoyen veut. Il dit, pourquoi mon vote compterait moins que l'opinion de Michael Bloomberg, qui se présente lui-même, mais c'est peut-être pas un bon exemple, mais l'opinion du propriétaire de la compagnie de construction de mon village. Pourquoi son opinion, à lui, compterait plus parce qu'il y a de l'argent dans ses poches et qu'il finance le parti politique, puis soudainement, quand il se met à soumissionner sur des contrats gouvernementaux, c'est tout le temps lui qui gagne. Puis quand éventuellement, c'est les péquistes sont au pouvoir, soudainement, il n'en gagne plus. Ou finalement, il gagne tout le temps parce qu'il finance toutes les parties pareilles. Tu sais, les citoyens, c'est ça, dans leur tête. Quand on exige, comme citoyen, des lois pour restreindre le financement politique, c'est un peu pour... Quand on dit on veut sauver la démocratie, c'est un peu pour dire, ben écoute, je veux pas qu'il y ait un vote qui vale plus cher que le mien. Mais c'est utopique un peu de penser que c'est vrai. Là. Les politiciens vont toujours... Mais c'est là que j'ajouterais quelque chose. L'aspect de la littérature qui est aussi... qui est le plus intéressant, c'est que sur les limites de contribution des gens, donc combien est-ce que les gens peuvent donner, l'effet n'a pas l'air d'être constant. Ce n'est pas toujours que tu devrais avoir un seuil de plus en plus élevé. C'est qu'il y a un point auquel le seuil devient trop élevé. Okay. Que là, ce que tu fais, c'est que tu donnes un avantage à celui qui est au pouvoir, parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est... Quel genre de montant, par exemple? Je n'ai pas trouvé un montant. Il n'y a pas un montant, mais il y a l'air d'avoir... que si tu as le droit de donner 100 000, c'est peut-être un peu trop élevé. Exactement, parce que là, la littérature, c'est tout le temps sur des exemples de pays différents, avec des trucs, avec des niveaux différents. Je ne voudrais pas me commettre sur un chiffre, mais il y a l'air d'avoir une relation où, jusqu'à un certain point, trop de limites. Donc, lui, la limite est trop proche de zéro. Plus tu réduis la compétition, mais mettons, disons... pas plus que, mettons qu'on revient aux 3000. Mais une fois que tu es rendu aux 3000, là, tu commences, si tu lousses, ben là, tu vas avoir moins de compétition après ce point-là. Fait que, mettons, entre 0 et 3000, de plus en plus de compétition, mais après 3000, tu as moins de compétition. Ça fait du sens. Pense-y, mettons qu'on remet une limite à 3000 demain matin. Il y a plusieurs entrepreneurs au Québec qui vont donner leurs 3000 à un parti politique très précis, probablement celui qui a le plus de chances de gagner l'élection. Soyons honnêtes, c'est ça qui va arriver. Sauf qu'ils nullifient un peu leur effet entre eux. Dans le sens que tu veux donner ton 3000 parce que tu dis, moi, j'aimerais ça avoir un petit edge sur les appels d'offres, mais ton compétiteur, s'il donne son 3000 aussi, tu l'as donné pour rien. À toute fin pratique, tu n'auras pas plus de contrats qu'avant, là, parce que l'autre aussi a donné son 3000, puis l'autre aussi a donné son 3000. Moi, le seul avantage que je vois à ça, c'est qu'au moins, ça ne sort pas de mes poches à moi, le financement politique. Tu sais, c'est pas moi qui paye pour la propagande que je vais me taper pendant la campagne électorale. Mais dans cette situation-là, je pense qu'il se nullifie un peu. Si tu mets ta limite trop élevée, s'il y a un entrepreneur au Québec qui donne 15 millions à un parti politique,
On peut comprendre que là, c'est problématique parce que tu dis, à toute fin pratique, il a écrasé sa compétition et lui seul a l'oreille du parti politique. C'est là que la raison pour laquelle tu as la courbe que je décris. J'ai compris pourquoi il y aurait ce mécanisme-là en lisant cet article-là qui est dans Economica, qui est le journal de la LSI. Dedans, il y a une discussion sur comment l'effet des limites sur les donations politiques semble être différent si tu es dans un environnement à haute compétition politique ou à faible compétition politique. Quand tu as faible compétition politique, un donateur a particulièrement beaucoup d'influence parce que donc tu as 2 personnes qui veulent donner de l'argent puis qui veulent avoir de l'influence et tu as genre 2 politiciens. Ben, dans ce cas-là, ben, l'influence d'un donateur est plus élevée. Mais là, si ce que tu as, c'est que tu as de plus en plus de donateurs potentiels, de 1, et de plus en plus de joueurs, bien, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que l'importance de chaque donateur est comme limitée. Donc, le donateur est plus capable d'influencer autant le jeu politique et probablement qu'il donne plus pour des raisons idéologiques, de croyances, et non pas pour obtenir des privilèges ou des avantages. Exemple, c'est pour ça que la relation doit avoir l'air d'une courbe, comme j'ai décrit, une parabole, parce qu'il y a un point où est-ce que tu ne sois pas assez de compétition politique, donc là, la limite devient justifiable parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'empirer le problème parce que chaque donateur a trop d'influence. Fait que là, tu veux leur réduire la quantité de cash qu'ils peuvent donner pour réduire leur influence. Mais d'autre part, si tu as un environnement hautement compétitif, ben, l'influence d'un donateur, anyways, n'est pas importante. Donc, il n'y a pas l'importance d'avoir des limites très basses ou très élevées. Dans un environnement hyper compétitif, ben, chaque donateur est assez insignifiant. Et le donateur ne donne pas pour des privilèges, mais donne pour des raisons de croyances personnelles. Donc, si, mettons, tu es aux États-Unis, dans un contexte bipartite où, mettons, tu peux avoir un 3e candidat, là, mais essentiellement bipartite, ça va être l'impact d'une donation, mettons, de quelques millions de dollars à une campagne électorale va être beaucoup plus élevé que si, mettons, tu es en Italie ou en Israël, où tu as une multitude de partis et où les gens, par exemple, pourraient faire des donations. Qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le marché politique, entre guillemets. Là. Parce que là, tu pourrais faire une donation à un micro-parti uniquement pour des raisons idéologiques, là, en fait. Ben, c'est là qu'il y a un truc, par contre, que la littérature a peur d'être capable de parler. Puis là, je vais te dire c'est quoi mon prior, mais j'ai pas été capable de trouver quelque chose là-dessus. Toutes les mesures dans la littérature qui sont utilisées, c'est sur la marge de victoire dans un comté, les probabilités de réélection du politicien sortant, le nombre de candidats, le taux d'abstention, mais il n'y a jamais personne qui discute qu'est-ce qui arrive aux nouveaux partis. OK. Donc, les gens qui sont... Parce que ça peut être juste la compétition. Aux États-Unis, la compétition, tous les articles qu'il y a sur les États-Unis, puis il y en a une tonne qui fait ce que je te décris avec les élections américaines, ben, les 2 partis aux États-Unis, c'est toujours les mêmes 2. Là. C'est toujours les 2 partis les plus établis. Mais le système américain, une chose qui est assez connue de ça, c'est que c'est vraiment dur pour un nouveau parti d'entrer dans la course. Est-ce que il y a juste le Parti libertarien, des fois, qui réussit à monter un peu. À 3%. C'est rien. Là, mais en fait, les meilleures performances de tierces candidats, c'est tout le temps des candidats qui étaient capables de contourner des lois, comme par exemple Ross Perot, qui était un milliardaire, qui a dépensé sur sa propre campagne des milliards de dollars, qui a fait 18% en 92. Quel gaspillage d'argent, pareil. Ben, non, mais lui, il a failli gagner. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il était à l'été 92, il était encore candidat et il était à égalité avec Bush et Clinton. Pendant l'été, il se retire de la course pour des raisons qui sont encore difficiles à expliquer. Et je pense, genre, en septembre, il réactive sa campagne à la dernière minute. Ouais, c'est bien weird. J'essaie de me rappeler de l'histoire, mais il y a eu une période. Le point, c'est pas tant le détail de l'histoire, parce que tu me ramènes loin en arrière dans mes connaissances d'histoire politique, puis Frank peut checker c'est quoi qui s'était passé exactement. Mais il y a eu un moment, puis ça, je le sais à 100%, qu'il était très compétitif. Le gars aurait pu vraisemblablement... Il y avait des raisons de croire qu'il avait une chance de devenir président. Il aurait changé la politique américaine à jamais avoir réussi ça?
Oui, très probablement, parce que... Il aurait brisé le bipartisme. En fait, tout le monde connaît Ross Perot sans savoir qu'ils connaissent Ross Perot. Tous ceux qui ont été à l'école dans les années comme toi puis moi, quand vous achetiez votre calculatrice était écrit Texas Instrument dessus. C'était ce gars-là. T'es sérieux? C'était le gars avec des calculatrices Texas Instruments. Et puis, en vendait-tu un peu? C'était rien que ça qu'on avait? Toutes les écoles avaient ça. Moi, ma TI 82, j'étais un king de la programmation avec ça. Moi, j'étais encore... Durant la présidence de George Herbert W. Bush, Perot est devenu de plus en plus actif en politique et s'est fermement opposé à la guerre du Golfe et à la ratification de l'accord de libre-échange nord-américain. Il annonce son intention de se présenter à la présidence. Il a préconisé un budget équilibré à la fin de un gars d'extrême droite, à la fin de la sous-traitance des emplois et à la mise en place d'une démocratie directe électronique. C'est bon, là. Une démocratie directe électronique en 92. Un sondage Gallup de juin 92 montrait Perot en tête d'une course à 3 contre le président Bush et le candidat démocrate présumé Bill Wild Clinton. Perot s'est retiré de la course en juillet, mais a réintégré la course début octobre après s'être qualifié pour les 50 scrutins d'État. Il a choisi l'amiral James Stockdale comme candidat à la vice-présidence. Il a participé au débat de 92 avec Bush et Clinton. Ce qui est magique quand Frank lit un texte, ce qui est magique quand Frank lit un texte, c'est qu'il faut toujours essayer de trouver quel est l'ajout de Frank. Oh ouais. Il y a toujours un mot qui n'était pas dans le texte. Lors de l'élection, Perot ne remporte aucun vote électoral, mais a remporté plus de 19,7 millions de voix, soit une part de 18,9% du vote populaire. Vincent, il y a des théories du complot, c'est sûr, sur cette affaire-là. Là. Ah, sûrement. Il a obtenu le soutien de l'ensemble du spectre idéologique et partisan, mais a obtenu de meilleurs résultats parmi les modérés autoproclamés. Les indépendants, dans le fond. Ouais, c'est ça. Perot n'a plus brigué de fonction publique après 1996. Il a soutenu George W. Bush plutôt que le candidat réformiste Pat Buchanan lors des élections de 2000. Donc, OK, son truc genre de réformiste, ça a perduré après. Là, il s'est réessayé en 1996 puis il y a eu 8%. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette télé-là? Mais c'est parce que le gars, là, on peut revenir au sujet rapidement. Là. Le gars s'est financé tout seul. Puis c'est possible d'avoir des élections compétitives quand tu réussis à te financer. Aux États-Unis, le plus gros de la barrière, ça a l'air d'être les state rules. Puis comment est-ce que dans chacun des États, tu as des ensembles de règles différentes qui font que c'est possible de compétitionner dans l'État facilement, mais pas de faire compétition dans le niveau présidentiel. Fait que souvent, quand tu vas regarder au niveau des États, il y a plein de petits partis que personne ne connaît. Genre, tu as le Democratic Labour, à New York, tu as un parti dans l'État de New York, c'est le Conservative Party of New York, qui avait présenté le Bill Buckley à un moment donné pour la mairie de New York. Et il s'était présenté, puis quand il avait dit qu'est-ce que vous allez faire s'il allait gagner, il allait démissionner immédiatement. Bill Buckley, c'était le grand intellectuel conservateur des années 60-70. C'était lui aussi qui avait dit qu'il préférait être gouverné par les premières 400 personnes dans l'annuaire téléphonique que par les 400 personnes dans la faculté de l'université Harvard. Fait que ça, c'était un Vincent Geloso, mais qui appliquait ses principes pour vrai. Là. Oh oui, mais lui, il croyait là, vraiment beaucoup plus, puis il y allait. Fait que je vais laisser passer le petit commentaire négligent pour revenir à la question, est-ce que ce que la littérature a peur de vouloir parler, c'est qu'est-ce qui arrive pour les petits partis qui essayent de percer. J'ai cherché vraiment fort, je n'ai pas trouvé d'article qui avait l'air de faire des trucs empiriques. J'ai trouvé des modèles, j'ai trouvé des trucs théoriques qui montraient tout et rien. J'ai pas vu d'article empirique qui dit c'est plus facile pour des petits partis de percer, d'entrer dans la game une fois que ça a commencé. Mais il me semble, ça fait tellement de sens dans ma tête de penser que on n'aura plus de nouveaux partis au Québec la journée que vous abolissez le financement politique. Si l'entièreté du financement devient étatique, c'est ça l'objectif, de financer entièrement les partis politiques selon les votes obtenus puis avoir un certain prix par électeur, puis qu'il n'y a plus de financement politique, il n'y a plus de carte de membre, ben écoutez, là, il n'y en aura plus de nouveaux partis. Il me semble, pourquoi c'est pas évident dans la tête d'un Québécois? Honnêtement, c'est parce que les gens... Je pense que la raison, c'est que, il y a la répulsion que tu avais parlé tantôt.
c'est mal vu qu'une personne qui a de l'argent ait plus d'influence parce qu'elle a de l'argent. C'est une sorte de violation de ce qu'on pourrait juger comme la nature même de ce qu'on veut d'une démocratie. Au Québec, c'est mal vu quelqu'un qui passe en avant des autres parce qu'il y a de l'argent dans le système de santé. Oui, bien, celui-là, j'ai moins de sympathie pour l'autre, mais le premier, je comprends un peu. C'est vraiment l'idéal d'une démocratie, pas appliqué à la santé, appliqué à la démocratie. Oui, mais mettons que moi. Je comprends la répulsion que les gens ont, mais à un moment donné, il faut aussi regarder. Il faut être réaliste. Là. À un moment donné, think beyond stage one. Là, je veux dire, si l'effet des restrictions, c'est que tu vas avoir juste la CAQ, les libéraux, puis le PQ. Ben, je m'excuse, mais non, je veux avoir la chance de quelqu'un qui vient choquer le système de temps en temps. Fait, en sachant qu'on peut se ramasser avec un QS. Je ne sais pas c'est quoi le montant idéal, mais je te dirais que je suis prêt à garder exactement les limites de dépenses qu'il y a actuellement, mais d'augmenter les limites de donation. Je les trouve trop faibles. Ben, je pense, écoute, un parti au niveau national peut dépenser jusqu'à 3 millions pendant une campagne totale. J'oublie le chiffre, mais tu peux dépenser beaucoup pendant la campagne. Fait que je trouve pas que la limite a l'air. Il n'y a rien dans la limite qui a l'air de me choquer, qui a l'air d'être excessivement négatif ou positif. Ça a l'air d'être. Mais les limites de donation, là, je pense que demain matin, si on l'augmentait, disons, on la ramenait à ce que c'était 3 000. 3 000 avant que Jean Charest fasse le. C'était Charest qui avait fait le changement. Parce que dans le temps que Jean Charest était là, 3 000, c'était la limite. Je pense que c'est Bernie Landry. Non, mais il y avait une réduction à 1 000 à un moment donné. Puis après ça, c'est. Je pense que c'est Bernard Après ça, c'est. Non. C'était 3 000 quand Jean Charest était au pouvoir. Je me souviens pertinemment parce que dans le temps qu'on était avec la DQ, God forbid, c'était 3 000. Puis on faisait la drive à la fin de l'année parce que la DQ était dans la merde dans le temps, pour qu'on ramasse 3 000 de chaque donateur qui avait de l'argent. Oui, puis 3 000 en 2005, c'est pas la même chose que 3 000 en 2024. Maintenant. Là, puis, mais c'est ça qui est ridicule, en mais fait. Le 100 piastres maintenant est ridiculement bas. Puis je sais que réduire de 100 piastres encore, c'est vraiment pas la bonne direction. T'as une bonne mémoire, man. C'est 2010, Jean Charest. Ouais. Mais après Charbonneau, c'est logique. C'est après Charbonneau que ça a été changé. Oui, hein, ça fait avant. Charbonneau, c'est après ça. Ben, c'est pendant le scandale, je pense. Le scandale commençait à sortir à cette époque-là. Oh, oui, mais c'est ça, j'allais dire. À chaque fois qu'on joue dans ces trucs-là, c'est pour calmer des allégations de corruption ou de pot de vin. Oui. Puis après ça, 5 ans plus tard, ça nous revient en face d'une autre manière. Mais tu sais, tantôt, tu disais, on peut avoir comme argument, ou des gens peuvent avoir comme argument qu'on ne veut pas que quelqu'un qui ait de l'argent ait une influence sur le politique supérieure à quelqu'un qui n'a pas. OK, je comprends. Fait que là, tu sais, mettons, on va faire en sorte que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui serait prêt à donner, je ne sais pas moi, 5 millions au Parti québécois ou au Parti libéral, il ne peut pas le faire parce que tout le monde est limité à 100$. Mais mettons qu'on est dans un cas de figure totalement hypothétique qui est le suivant. Moi, j'ai beaucoup d'argent et pour avoir une influence sur le politique, j'aimerais acquérir des médias. Par exemple, un journal ou une station de radio ou un poste de télévision. Totalement hypothétique. Totalement hypothétique. Qu'est-ce qui m'en empêche de le faire et d'avoir un impact indu ou même des fois, dans certains cas, direct? Parce que de l'aveu même du bon docteur Barrette, les gens au gouvernement lisent les chroniques de certaines personnes le matin et décident ce qu'ils vont faire dans leur journée par la suite. Moi, je ne vois pas trop en quoi c'est plus éthique, ça, que permettre à ces gens-là de carrément donner 15 millions à un parti politique. Fait que là, tu es en train de me dire qu'il y a des magnats financiers qui peuvent engager du monde qui pourrait être utilisé par un parti politique sans être officiellement sur un payroll. Tu pourrais acheter un journal pour essayer d'influencer l'opinion publique dans la direction d'un parti politique que tu aimes beaucoup. Tout ça en contournant la loi électorale. Est-ce que c'est possible, Frank, à ton avis également, que tu puisses faire des prêts à un parti politique pour leur donner des liquidités? Si vous fouillez un peu dans les états financiers de Québec solidaire, vous allez trouver beaucoup de gens qui font des prêts. Ça, c'est pas illégal. Là. En fait, il doit y avoir un encadrement des. Il y a un certain encadrement, mais vous regarderez les partis politiques. Il doit y avoir un encadrement des défauts, surtout parce que tu pourrais. Si c'est un trou, c'est facile de juste dire je suis en défaut de paiement. Ouais. Et l'autre. En fait, les partis politiques sont rarement en défaut de paiement. En fait, je pense que le dernier parti libéral est en train de s'en aller là, pour vrai.
Ben, ils ont vendu des locaux l'année passée ou l'autre année d'avant. Les autres étaient propriétaires de leur immeuble. Ouais. Eux, ils avaient un building sur la rue Saint-Denis pendant longtemps. Quand tu allais à Montréal, sur la rue Saint-Denis, la librairie Pauline, qui était l'une des plus grosses librairies au Québec, indépendante. C'était pas en l'honneur de Pauline Marois, ça. Non, c'était une vieille affaire. Je pense que c'était là depuis comme les années 60. C'était une vieille institution, apparemment. Je ne sais pas si c'était vraiment une vieille institution, mais le building, le bas du building, c'était eux, la librairie, mais tout le top, c'était le Parti libéral. Ouais. Juste dire là-dessus, avant que je l'oublie, Parrott avait quand même eu, Ross Parrott avait quand même eu quelques succès pareil. Quand on regarde ici. Il a failli gagner le Maine. Ouais, c'est ça. Puis il y a quand même quelques États du centre où il y a des comtés où il a fini premier. Je pense, je vois du Texas aussi un peu. Donc, quand même, donc c'est lui, pour ceux qui sont en audio, on voit une carte des États-Unis, donc avec du rouge, du bleu et du vert de différentes teintes. Donc, il y a quelques comtés qui sont verts, qui était le troisième candidat de l'élection de 92, qui était Ross Parrott. Qui a eu une chance de gagner. Mais en même temps. Un petit peu, juste pour montrer que je ne disais pas de la merde de ce côté-là. Vous avez ici les états financiers de Québec solidaire. Les prêts sont à l'intérieur. Des prêts, premièrement, à 5 d'intérêt. C'est pas cher payé en 2024. Ben là, c'est des états financiers de 2022. Fait que peut-être c'est le DGE du statuer que les taux d'intérêt doivent monter ou peu importe. Oui, mais c'est des bons montants. Par le DGE. Date de l'emprunt en juillet 2022, donc on est à quelques mois de l'élection. Tu vois des emprunts de 15 000, de 25 000, à toute fin pratique à des particuliers. Tu sais, je veux dire, on se fait à croire que des particuliers vont avoir moins d'impact et tout ça, parce qu'on ne peut pas donner plus que 100$, mais tu as le droit de prêter 5 000, 10 000, 25 000 aux partis politiques. Tu sais, Julien Beauséjour, salut Julien, il a prêté 25 000 à Québec solidaire. Juste avant l'élection, là. Ben, c'est quand même intéressant de noter que ça veut dire que ça va être remboursé sur la prémisse que le parti réussit à faire un score assez élevé qui te permet de te financer à même l'argent des contribuables. Tu sais, à l'œil de même, il y a l'air d'avoir un maximum de 25 000 parce que je ne vois pas de montant en haut de 25. Mais un gros il doit avoir une limite là-dessus parce que sinon, ce serait ben trop facile de contourner. C'est des pages et des pages, Vincent. Là. Je me stienne pas avec toi là-dessus. C'est ça, ça défile. C'est des pages et des pages. Tu penses à un autre annexe. 2,2 millions d'emprunts des électeurs pour Québec solidaire. En fait, mais regarde les deux derniers noms. Seul Zanetti. Et l'autre, c'est une députée. L'autre aussi, c'est une députée. Fait que, OK, les députés prêtent au parti. Ça, c'est pas vrai. Le Seul Zanetti prêtait 25 000 au parti. Man! Puis les citoyens ne peuvent pas donner plus que 100$. Mais pourquoi vous permettez ça? Mais, OK, maintenant qu'on a parlé de ça, il y a quand même, tantôt quand j'ai dit, je pense qu'il y a une défense à faire d'augmenter la limite, mais qu'aussi, il y avait une question de c'est quoi jusqu'où tu l'augmenterais la limite sur les donations. Théoriquement, si on appliquait l'arbre de Geloso comme il faut, on devrait aussi se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'État fait qui limitent la compétition politique? Puis il y en a plein de choses que l'État fait présentement pour limiter la compétition politique. Il y a énormément de choses qui sont... tu ne décentralises pas assez vers les villes. Tu limites le fédéralisme de compétition. Ce n'est pas juste des partis provinciaux dont on parle. Là. Ça peut être des partis municipaux. Ben, si tu donnes plus de pouvoir au municipal, ben, tu vas avoir plus de gens qui vont aller se faire la compétition municipale. Déjà là, tu devrais avoir une vie démocratique de meilleure qualité, plus de check and balance au niveau municipal que tu aurais autrement. Donc, il y a un avantage à décentraliser. Aussi, après ça, il y a la question de tout ce qui est correct de dire sur la place publique. Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est ce qui se passe. Puis ça, c'est un peu ce que Yann est en train de dire en te soulevant un cas hypothétique d'un conglomérat médiatique. C'est combien de personnes changent leur comportement pour participer à la conversation politique ou est-ce qu'au lieu de le faire de manière explicite publiquement, en ayant, comme on avait dans le temps, un parti qui avait son propre journal, parce qu'on oublie, par exemple, que l'Union nationale avait Montréal Matin, qui était le grand journal de Montréal, avant le journal de Montréal, soit dit en passant, qu'avant, tu savais où est-ce que les journaux campaient, c'était le journal du parti. La presse, c'était, j'oublie, c'était le journal du Parti libéral. Mais les partis avaient leurs journaux, avaient leurs alliés, avaient leurs appuis, et tu savais que c'était
qu'est-ce qui était quoi, tu avais l'heure juste. Mais là, maintenant, ce qui se passe, c'est combien de mécanismes politiques on ne voit pas qui se passent par des coulisses maintenant, puis que si on disait, OK, regarde, maintenant, là, tous les débats politiques vont se passer soit dans les partis ou dans les gens qui veulent participer à la conversation, avec pas de barrière sur les médias, pas de financement aux médias, soit dit en passant, que tu as une concurrence dans le monde des idées complètement ouverte. Je te dirais que si vraiment tu enlèves toutes les barrières que l'État impose dans le monde, soit pour privilégier des joueurs contre la compétition ou de les subventionner, si tu enlevais tout ça, je te garantis que la limite qu'on peut avoir, donc tu dis peu importe c'est quoi la limite que tu as, tu peux l'augmenter encore plus maintenant parce que tu as un monde encore plus compétitif démocratiquement. Fait que je te dirais qu'une partie du symptôme, ça n'a aucun rapport avec les lois sur le financement politique. Ça a beaucoup plus rapport avec des choses qu'on fait qui se font, qui limitent notre capacité à débattre politiquement de certains sujets. Juste comme ça, les gars, je suis dans les états financiers du Parti libéral du Québec, un vieux parti. Parti québécois, un vieux parti. Ils n'ont pas de dette aux électeurs comme Québec solidaire de 2,2 millions. C'est vraiment la passe-passe que Québec solidaire a trouvée pour se financer. Ah, mais ça c'est dangereux pour eux parce que ça veut dire que la prémisse de ce qui se passe, c'est qu'ils doivent avoir des scores plus élevés pour avoir accès à l'argent du DGEQ pour ensuite rembourser. Ça veut dire que Québec solidaire, comme tout bon socialiste, sont un schème pyramidal où est-ce qu'il doit avoir un ex-sucker qui paye pour le previous sucker. Parce que les dettes à toute fin pratique du Parti libéral du Québec sont pas si élevées que ça. Là. On parle de 500 000, mais ce n'est pas des dettes envers des particuliers. C'est un peu du business as usual, là, comme on dit. Là. Ils ont prêté de banque. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est rien, pas grand-chose. Parti québécois, sensiblement pareil. J'aurais pensé que le Parti québécois avait des difficultés financières plus grandes que ça. C'est pas si pire. Sérieusement, ils sont quand même en bonne santé financière, le PQ, du moins avant l'élection de 2022. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est très particulier à Québec solidaire d'avoir autant d'emprunts faits directement à des électeurs. Moi, là, je veux dire, les grandes leçons d'éthique, là, on repassera pour Québec solidaire. Là. Je m'excuse, mais c'est des dons déguisés. Là. Mais c'est ça. Moi, c'est le point que je veux faire. C'est risqué pour les gens. C'est ça. Mais moi, c'est le point que je veux faire depuis tantôt. Puis Vincent, c'est un peu ce que tu disais sans le dire, comme je vais le dire. Là. Mais moi, ce que je trouve, c'est que plus on met des limites, plus on baisse les montants, plus on donne des incitations aux personnes qui sont en politique ou aux gens qui veulent influencer la politique d'utiliser des manières détournées ou des manières innovantes, entre guillemets, de faire ce qu'ils voulaient faire maintenant que c'est plus légal de le faire. Fait que je ne peux pas te donner d'argent, mais je vais faire un prêt. Je ne peux pas donner d'argent ou je ne peux pas trop donner d'argent. Ben, j'ai un ami qui travaille dans les médias, il va faire du pushing pour moi. Je ne peux pas faire ci, je vais faire autre chose. Et ça amène un problème de transparence, dans une démocratie. C'est-à-dire que moi, j'aime mieux savoir, personnellement, si tu me dis c'est quoi ton modèle idéal, moi, j'aime mieux vivre dans un endroit, puis peut-être que je n'ai pas raison, mais en tout cas, mon instinct me dit que j'aimerais mieux vivre dans un endroit où quelqu'un peut donner 300 000 $ à un parti politique, plus qu'il ne peut pas le faire, mais si je gratte un peu, j'apprends que il a acheté un journal dans telle ville, puis le but, c'est de pomper l'élu local. Moi, je trouve qu'il y a un problème de transparence là-dedans. Oui, ou bien ça peut être juste de la corruption pure et simple. Est-ce que tu t'es acheté un politicien de l'autre parti pour qu'il te donne une nanane? C'est pas juste une question des idées. Là. Il y en a que ça peut être juste que... Parce que Québec solidaire, ça peut être quelque chose comme ça. Ils ne sont pas en bonne santé financière. En tout cas, ça reste un peu louche. Comme je dis, on les compare un peu avant les élections. Peut-être qu'on va avoir du meilleur data avec les chiffres de 2023. Mais au 31 décembre 2022, qui était à toute fin pratique après l'élection, en fait, c'est qu'ils attendent l'argent du DGE, donc des remboursements de dépenses électorales, probablement. Oui, probablement que ça. Mais écoute, l'actif net de Québec solidaire au 31 décembre 2022, c'est 660 000 négatif. Donc, ils ont leur surplus accumulé, c'est des déficits accumulés en réalité. Alors que si je compare le chiffre du Parti libéral au 31 décembre 2022, l'actif net du Parti libéral est de 5,3 millions. Donc, ce parti-là, en théorie, est en bonne santé financière.
l'actif net du Parti québécois était 2,4 millions. Québec solidaire, son actif net est à toute fin pratique négatif. Puis même, je te dirais, 660 000 de déficit accumulé, ça ressemble beaucoup aux chiffres de l'ADQ avant de se faire absorber par la CAQ. C'est la raison pourquoi l'ADQ et la CAQ ont fusionné, entre guillemets. C'est que l'ADQ était dans la merde financièrement. C'était un mariage forcé. Oui, mais gardant en tête que la grosse dette que Québec solidaire a, la grosse dette qu'ils ont, c'est pas envers une banque. C'est pas une hypothèque qu'ils ont sur un immeuble. C'est envers leurs propres électeurs qui ont emprunté de l'argent. Ils doivent 1,8 million à des électeurs. Sérieusement, là? Moi, les leçons d'éthique de Québec solidaire... Ouais, mais j'irai regarder la loi, voir c'est quoi l'encadrement des... ils ont droit de faire ce qu'ils font, là. Non, je sais, mais sur les défauts de paiement, il doit avoir une sorte d'ordre de créance où est-ce que le parti est obligé de rembourser les donateurs, même si le donateur fait, signe une quittance disant « C'est correct, j'ai pas besoin d'être remboursé ». Parce que sinon, ce serait bien trop facile. Il doit avoir une sorte de réglementation comme ça. Parce que sinon, je donne 25 000, puis après ça, un an plus tard, je signe une quittance qui dit non, j'accepte de ne pas être remboursé. Donc, seul le représentant. Juste une dernière chose, parce qu'il faut être honnête, là, on n'est pas Radio-Canada ici. PCQ, Éric Duhem, eux autres sont à 510 000 en actifs net, mais c'est pas négatif, c'est positif. Fait que à toute fin pratique, le PCQ, au 31 décembre 2022, vaut 1 million de plus d'actifs nets que Québec solidaire. 1,1 million. Seul le représentant officiel ou la représentante officielle d'un parti, d'une instance de parti ou d'un candidat est autorisé ou d'un député indépendant autorisé peuvent contracter un emprunt. Ils peuvent seulement le faire auprès d'une électrice ou d'un électeur ou d'un établissement financier au taux d'intérêt courant du marché. Ça répond à ta question. Équipe Éric Duhem, annexe C, emprunt des électeurs à 0. Si le taux d'intérêt du prêt d'une électrice ou d'un électeur est inférieur au taux courant, l'écart entre les taux doit être considéré comme une contribution de l'électeur. Donc, tu ne peux pas faire un prêt à taux préférentiel parce que tu aimes le parti. Fait qu'il était tout à 5 % dans les états financiers de Québec solidaire parce que c'était le minimum exigé par la loi à ce moment-là. C'est ça. Tout prêt consenti par une électrice ou un électeur doit être fait au moyen d'un chèque ou d'un autre ordre de paiement signé par l'électeur. Seul l'électeur ou l'électrice peuvent se porter en caution d'un emprunt contracté par un représentant officiel ou représentant officiel. Le montant total des prêts et des cautions consentis par une électrice ou un électeur ne peut dépasser 25 000 $. Les emprunts faits dans une institution financière reconnue ne sont soumis à aucun montant maximal. Ce bout-là, il est plus standard parce que, comme dans le cas du Parti libéral, par exemple, eux autres, ils ont une facilité de crédit d'un peu plus qu'1 million. Le PQ avait quelque chose comme 650 000. Mais tu sais, quand tu viens qu'à acheter des actifs financiers, comme on disait, le Parti libéral a déjà eu un building, tout ça, c'est normal d'avoir un prêt avec une institution financière. Je pense pas que ça peut être interprété comme RBC qui essaye d'influencer les élections. Tu sais, à un moment donné, c'est de la business, c'est un building. Tu sais. Mais surtout qu'il y a un collatéral, là, je veux dire. Exactement. Si le Parti libéral décide d'être en défaut de paiement, je suis sûr que la RBC n'aura aucun problème à demander la bâtisse. Mais c'est un peu cave, l'affaire de je peux pas te donner plus que 100$, mais voici mon prêt de 25 000 après l'élection. Parce que là, fin pratique, après l'élection, Québec solidaire n'est pas en bonne santé financière. Fait que si ce parti disparaît demain matin, c'était des dons politiques. Là. C'est peut-être ça qu'il voulait dire, Gabriel Nadeau-Dubois, avec l'élection de la dernière chance. Ouais, peut-être. Peut-être à ce niveau de dette-là. Mais tu vois, pour revenir à ce qu'on disait avec Frank, là, tout le long de la discussion, je me suis vraiment attaché les mains à l'idée que le seul coût et bénéfice de toutes les limites de donation au parti et de limites de dépenses, c'est uniquement est-ce que c'est plus compétitif ou moins compétitif. Mais c'est pas vrai que c'est la somme de tout ce qui est toutes les choses qu'il faut observer. Une des choses, c'est peut-être que les limites, puis sur ça, j'ai cherché, il y avait l'air d'avoir quelques articles que les limites sont associées peut-être avec plus de corruption, que tu as plus de manières détournées, moins transparentes qui se produisent. Ça peut être que, là, c'est l'exemple des médias, que tu as des gens qui font de la politique par d'autres moyens, dans ce cas-ci, donc moins transparent. Et ça, c'est un coût qu'il faudrait considérer de ces réformes-là. Honnêtement, je pense qu'une fois qu'on tient compte de ces coûts-là qui ne sont pas visibles facilement,
par définition, la corruption étant illégale, on ne la verra pas avant que. À moins que la personne se fasse pogner. Mais c'est quand même un coup, puis il faudrait tenir compte. Puis si ça vient du fait, ces extra coups-là, que c'est parce que les limites sont trop basses, puis que les gens les contournent, bien, le cas que j'ai dit tantôt, qu'il y a une défense à faire de les augmenter, les limites un peu, du moins sur le financement des partis, bien là, tu as une justification très claire pour l'augmenter, la limite. Malheureusement, la CAQ est en bonne santé financière. Ouais. J'aurais aimé ça que ce soit sur le bord de la faillite, mais non. Ben écoute, est-ce que chacun des Québécois a fait un prêt de 500 $ après? Ouais, c'est ça. Ben oui, écoute. On passe au Patreon? Oui, passons donc au Patreon. Je me souviens plus de quoi qu'on avait dit qu'on allait parler. Ben, en fait, moi, on a reçu un courriel d'un auditeur hier. Il m'a dit qu'à cause du courriel que je lui ai répondu, qu'il allait s'abonner sur Patreon, puis j'ai dit en honneur de ça, j'allais parler de sa question. OK, bon, c'est bon. Ça, c'est pour un auditeur. Puis si vous envoyez un courriel qui n'est pas rempli d'insultes ou qui est intelligible, fait Olivier Niquet, écris-moi pas. Je vais me faire un plaisir de vous répondre et dans la section Patreon. OK. Peux-tu nous teaser un peu en quelques mots? La question, il demandait la question, est-ce qu'il existe un pays que j'appellerais libéral, que j'aime, ou que maintenant ou dans le passé? En gros, là, c'est ça la très bonne question. Dans quel pays les Chensas sont permises? Tous les pays. Donc, voilà. Rejoignez-nous sur Patreon.